Voilà, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air d'être bon. Bon, Michel, ça me fait plaisir de te parler ce soir. Bonsoir. Alors, on est en petit comité, comme je te l'ai dit. Néanmoins, les gens se demandent évidemment, et c'est devenu presque un mème sur Internet, est-ce que Michel Drac va bien? Mais surtout, est-ce qu'on va commencer directement par la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a des chances de te revoir à faire des vidéos, des commentaires, des critiques de l'actualité ces prochains temps? Ces prochains temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'année qui vient? Ça veut dire dans les 50 Ouais, qui viennent? dans une année comme ça, ouais. Dans une année, non. Non, parce que si tu veux, j'ai une vie, j'ai un boulot, j'ai une famille, et je suis sûr que dans l'année, et même les 2 années qui viennent, je vais être pris par ces trucs-là. Donc, j'aurai pas le temps de tout simplement de venir faire des vidéos. Mais après, plus tard, c'est possible que je revienne. Ouais. Que je fasse un comeback, Tony Truant, Michel Drac revient, il n'est pas content, mais dans quelques années seulement. Pas tout de suite. Bon, c'est comme tous ceux qui reviennent, on espère qu'ils reviennent à la tête d'une division blindée, mais bon, on verra. Enfin, moi, je ne me vois pas trop à la tête d'une division blindée, franchement, Il y mais en a par plus, je contre, crois. pour bien déconner, ça oui, ça je suis partant. Ouais. Ça c'est bien. Bah écoute, tu es en tout cas le bienvenu ici quand tu veux, et même régulièrement, ce serait sympa. En tout cas, oui, on en discutait en off avant de commencer. Tu as toujours quelques livres dans les tiroirs, et ceux qui sont sortis, les derniers, voire Macron, Triangulation, etc., étaient, voilà, avec du recul, extrêmement ont bien vu certains des aspects de ce qui se passe en ce moment. Comment tu vois? On va commencer par la France, mon pays voisin du mien et où tu habites. Comment tu vois l'évolution de ce pays? Bah, si tu veux, la France, là, c'est un pays qui approche du moment où tu peux plus cacher la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que, en fait, en gros, depuis 1900, oh, je pense au moins depuis 1974, en réalité, en France, on fait essentiellement des conneries. On fait pas que des conneries, parce que quand même, de temps en temps, même des mecs comme Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande ou Macron peuvent faire un truc intelligent, tu vois, purement par hasard dans le cas de Macron, mais ça peut arriver. Comme il fait tout le temps tout et le contraire de tout, bah forcément, il fait aussi des trucs intelligents de temps en temps. Bon, mais enfin, pour l'essentiel, c'est des conneries. Il n'y a pas de vision stratégique claire. On veut tout et le contraire de tout. On fait l'euro et en même temps on fait les 35 heures au moment précis où l'Allemagne déploie un agenda de compétitivité internationale. Euh, Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et on multiplie les conneries comme ça et on les empile. Quand tu as des gens qui disent qu'il faudrait quand même peut-être un petit peu réfléchir avant de faire rentrer des millions de musulmans dans le pays, on les traite de nazis. Comme si ça avait un rapport, tu vois, comme si le fait de s'inquiéter de la dislocation du substrat, comment dire, culturel, civilisationnel de son pays, ça faisait de toi un nazi, ce qui n'a aucun sens. Et ça fait 50 ans que ça dure, en fait. Là, l'an dernier, on a fêté, je pense, nos 50 ans de conneries non-stop, ou à peu près. Donc, pendant un moment, tu peux cacher les conneries. Tu mets la poussière sous le tapis. Alors, il y a un bon moyen pour ça, c'est la dette. Bon, t'es incohérent. Je veux dire, t'as voulu des choses incohérentes. T'as fait les 35 heures et l'euro en même temps, ce qui n'a pas de sens. En tout cas, pas vu la façon dont la zone euro est pilotée par l'Allemagne. Mais bon, si tu fais de la dette, tu peux. Tu vois, tu n'as rien préparé pour la retraite des boomers qui ont fait moins de 2 enfants par femme, et tu leur as promis une retraite calquée en fait sur celle de leurs parents qui avaient fait 2,5 enfants par femme. Donc ça marche pas. C'est pas la peine d'être un génie pour comprendre que ça va pas marcher.
Mais si, quand les boomers partent à la retraite, tu dis c'est pas grave, l'État va compenser et il va s'endetter pour ça, pendant un moment, tu peux encore continuer à cacher les choses, tu vois. Et en France, tout a fonctionné comme ça depuis 50 ans. Alors, il y a de la dette visible, directe dans les comptes. Il y a de la dette cachée parce qu'il y a un énorme hors-bilan dans les comptes publics français. Il y a la dette, si tu veux, qui n'est même pas comptabilisée en hors-bilan parce qu'en fait, elle correspond à des investissements qu'on sera obligé de faire un jour pour rattraper tous les investissements qu'on n'a pas fait depuis des décennies. Donc, bon, à la fin, tu arrives au moment où tu peux plus cacher tout ça parce que il faut quand même commencer à rembourser ta dette, surtout quand les taux d'intérêt remontent. Parce que bah, les mecs, ils partent vraiment à la retraite. Ces comptes boomers, ils n'ont pas eu le bon goût de mourir tous avant de partir à la retraite. Donc, bon, tu as le nombre de retraités qui explose. Parce que les investissements que tu as différés en réalité, ou fait de travers pendant des décennies, bah, il y a un moment, bah oui, il faut les rattraper. Donc, cette espèce de, je ne sais pas si on peut parler de dette, mais de dépenses rendues inéluctables à terme, elle arrive, il faut la faire. Et là, tu es coincé. Et là, on atteint le point, tu peux plus là, tu peux plus mentir, tu vois. C'est la situation en fait de classique du mec, si tu veux, qui, tu vois, et en fait, tu sais, c'est une histoire classique. Le mec, il se fait virer de son boulot, mais il veut pas le dire à sa femme parce qu'il a peur qu'elle divorce. Alors il ment. Donc en fait, il va taper dans des économies qu'il avait de côté pendant un certain temps. Il va taper ses copains, il va faire des dettes, etc. Puis un jour, il est obligé d'avouer la réalité, tu vois. On en est à peu près là. La femme étant la population à qui on a fait croire des choses qui n'ont pas de sens, et le mari menteur étant la classe dirigeante. En fait, on atteint ce point-là. Donc, en général, dans ces cas-là, la femme, quand elle apprend la réalité, ça se passe pas bien, tu vois. En général, elle se bat. Voilà. Donc là, en l'occurrence, Enfin, elle vire le mec en général, mais voilà. là, le problème, c'est que le mec, il a endetté la maison, les meubles, les bijoux, les bagnoles, tout, quoi. Ben, c'est ça. C'est notre situation. On a reçu chez nous en Suisse votre ancien ministre des Finances qui a quand même réussi à creuser de 1000 milliards de dettes. Pas mal. Le truc qui est assez marrant, c'est que tu voles une mobilette, tu te fais gauler. Bon, en France, ça dépend qui tu es, mais tu as un rappel à la loi pendant les 20 premières fois. Et il faut vraiment, vraiment que tu surines quelqu'un au couteau, voire que tu le violes avec acte de barbarie pour que éventuellement on te mette un bracelet électronique. Bon, là, c'est quand même 1000 milliards. C'est quand même pas rien. Putain, ça défie l'esprit quand tu réfléchis à ce que ça représente comme montant. Et en fait, tu te poses la question, en échange de ces 1000 milliards, il y a eu quoi qui a bénéficié? La population, l'infrastructure? Bon, alors déjà, nous en Suisse, bon, c'est une université privée, donc à la limite, ils font ce qu'ils veulent. On est assez con de l'accueillir, mais normalement, c'est des gens que tu accueilles avec à jet de pierre ou avec du goudron et des plumes, tu sais. Moi, c'est la question que je me suis posée. Ça, je me suis pas demandé pourquoi il se barrait en Suisse, mais je me suis demandé pourquoi vous le preniez, honnêtement. Ouais, alors c'est une université privée, enfin, qui est quand même financée un petit peu par de l'argent public, mais très peu en Suisse, évidemment. Mais ouais, c'est que le mec, il a un CV. Alors, c'est peut-être pour la littérature. Je ne sais pas s'il donne des cours de littérature ou d'économie, mais en tout cas, il a de l'expérience, visiblement. Comment, comment Mais justement, là, cette dette, alors, on a bien compris que ça a payé tout et son contraire. Mais là, depuis quelque temps, c'est parti en exponentiel parce que c'est vraiment ces 6, 7, 8 dernières années où c'est parti en courbe de hockey quasiment verticale et ça n'arrête pas. Et en fait, on se pose la question, les impôts sont à 60%, en gros, c'est une des fiscalités les plus élevées du monde. Et en fait, il y a quoi comme contrepartie? Enfin, c'est où est parti l'argent, à ton avis? Alors, En tout cas, les 10 dernières années. Avant, on a compris, c'était effectivement acheter la paix sociale, les allocations, faire du socialisme. Mais alors, aujourd'hui, il n'y a même plus les grands travaux, il n'y a même pas les lignes de TG. Enfin, il n'y a rien qui marche, en fait. l'accélération de la chute, en fait, elle remonte en gros au début des années 2010. Et c'est assez frappant de voir que c'est contemporain du départ à la retraite des baby boomers.
C'est-à-dire que tu as une... comment dire, la France avait touché un gros dividende démographique dans les années 60-70, quand les boomers étaient rentrés sur le marché du travail. Mais évidemment, 40 ans plus tard, eh bien, elle va devoir rembourser ce dividende démographique, puisque la génération dont les parents avaient fait 2,5 enfants part à la retraite. Et par contre, derrière, ceux qui arrivent, bah, c'est les enfants d'une génération dont les parents n'ont fait qu'un peu moins de 2 enfants et qui eux-mêmes ont fait un peu moins de 2 enfants, tu vois. Donc, et donc, il y a une accélération de la chute à ce moment-là, je pense, pour des raisons démographiques. Le contre-choc de l'arrivée des boomers, c'est une première chose. Je pense qu'il y a une deuxième chose aussi, c'est que, en fait, si tu veux, une curiosité de la société française, c'est que on est à la fois un des pays qui a le plus fort taux de prélèvement du monde, mais en même temps, on est le pays des niches fiscales. Il y a un mec qui s'est amusé à compter, il paraît qu'il y a 600 niches fiscales identifiables dans la fiscalité française. Et d'ailleurs, quand tu as un décès dans ta famille et que tu discutes avec un notaire, le notaire t'explique les subtilités de la fiscalité française. Enfin, c'est abracadabrantesque. Hein. Enfin, c'est un pays où il y a une sorte d'accumulation de strates, de législation, de réglementation qui n'en finit pas. Ça fait vraiment penser à l'Ancien Régime, tu sais, l'Ancien Régime finissant avec des privilèges, des règles bizarres, Fermage. un peu. Hein, Les fermages. voilà, c'est ça. Des trucs bizarres un peu dans tous les sens. Voilà. Sous l'Ancien Régime, tu avais des régions, enfin ça, je crois, des provinces, où la réglementation pouvait changer complètement. C'est-à-dire que, je crois, on m'a dit, moi j'habite en Normandie par exemple, si en Normandie il y a beaucoup de fromage, alors qu'il y en a très peu en Bretagne, c'est parce qu'en Bretagne, le sel n'était pas taxé, ils n'avaient pas la gabelle. Donc pour conserver le beurre, ils le salaient. Alors qu'en Normandie, où le sel était taxé, c'était problématique de conserver le beurre avec du sel, puisque le sel était cher à cause des taxes. Donc ils ont inventé les fromages. Donc si la France est un pays qui a 300 fromages, c'est aussi parce qu'il a 600 niches fiscales, tu vois, c'est un peu ça l'histoire de la France. Donc je pense qu'il y a une partie, bon je te dis, il y a une partie de l'argent qui est partie pour les retraites des boomers, il y en a une partie qui est partie dans toutes ces histoires de niches fiscales incompréhensibles, une fiscalité très lourde, presque confiscatoire pour ceux qui ne bénéficient pas des différents dispositifs qui permettent de couper au truc, mais en même temps très inefficace, avec plein de niches fiscales dans tous les sens, un truc très bizarre. Ensuite, bon, tu as eu le Covid qui a quand même coûté un paquet, qui a été géré par des mecs visiblement qui ont fait un peu n'importe quoi. Et puis, je pense que tu as aussi une sorte de dislocation générale, alors qui est liée à plusieurs phénomènes de fond qui commencent maintenant à produire leurs effets à long terme. Bon, d'abord, tu as une immigration incontrôlée, parce que faut bien voir que tu as des gens qui te disent l'immigration c'est toujours mauvais, l'immigration c'est toujours bien. Il y a les deux écoles, les deux sont stupides. Si l'immigration c'était toujours mauvais, pourquoi les États-Unis de Roosevelt réussissent comme ça à fabriquer une armée extraordinaire en quelques années? C'est un pays d'immigrés, tu as vu ce qu'ils ont fait, donc c'est pas toujours mauvais. Si l'immigration c'était toujours bon, pourquoi, par exemple, là en ce moment en France, on se retrouve avec des banlieues dans un état catastrophique? Catastrophique. Bon, en fait, quand ton immigration, elle n'est pas régulée, elle n'est pas pensée, elle n'est pas organisée, elle correspond à des faux contrats passés avec des gens qui viennent pour toucher les allocs, mais c'est pas officiel, on ne le dit pas, on est dans n'importe quoi, on raconte des conneries, on se saoule d'idéologie. Au bout d'un certain nombre de décennies, ben, tu te retrouves avec une situation générale très très dégradée dans des territoires qui coûtent très cher. Très cher. Ce serait intéressant de connaître le vrai coût des machins totalement absurdes qu'on a fabriqués dans certaines banlieues. Combien ça coûte tout ça? Bon, et puis tu n'as pas que ça, parce que, bon, bien sûr, en France aujourd'hui, c'est actuellement la mode dans certains milieux de tout ramener à la question de l'immigration, mais ça n'est qu'un problème parmi d'autres.
Tu as aussi le désastre éducatif. Tu as une éducation. On avait en France un système d'instruction publique qui était reconnu comme un des meilleurs du monde. On l'a complètement démoli par idéologie. L'idéologie, je ne veux même pas dire gauchiste, parce que ça serait insultant pour les gauchistes, l'idéologie gauchiasse a totalement infiltré ce truc-là, et elle a fabriqué un machin, mais qui n'a ni queue ni tête. Tu as une éducation nationale maintenant, où je ne connais pas les chiffres, mais je ne serais pas surpris qu'on en arrive au point où on fabrique plus de sociologues que de plombiers, si tu veux. Ben, ça n'a aucun sens. Tu as un état d'esprit général aussi, où à force d'avoir une sous-rémunération des gens qui font quelque chose de concret, parce qu'on les met en concurrence avec des pays à bas salaire, alors qu'on a une surrémunération des gens qui se placent à proximité des lieux de captation des bénéfices des flux à longue distance de la mondialisation, les gens, aujourd'hui, dans leur esprit, beaucoup d'entre eux, surtout dans les jeunes générations, et c'est normal, c'est une réaction logique, à la limite, ils n'ont plus envie d'aller vers les fonctions réellement productives. Il faut être un imbécile, en fait, pour vouloir être un bon technicien supérieur ou un bon ingénieur. Voilà. Quand tu es dans un pays où on maltraite les soignants et les médecins parce que, en gros, ces imbéciles servant à quelque chose, on va leur mettre la pression, pendant qu'on multiplie les emplois administratifs à l'hôpital parce qu'il faut accumuler les strates tu vois, de gestion dont on se demande souvent à quoi elles servent, et ben au bout d'un moment, tu te retrouves dans une situation comme ça, effectivement, où tu as un niveau de prélèvement énorme. Et attention, ce n'est pas qu'un problème de sphère publique, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait le public rend certaines évolutions visibles. Mais si tu t'intéresses au fonctionnement interne des entreprises privées françaises, tu vas trouver à l'intérieur des entreprises privées françaises des espèces de mini-fonctions publiques obèses, comment dire, en prolifération cancéreuse, qui fonctionnent de la même façon. Et à la fin, bah, effectivement, tu te dis, mais où passe l'argent? Où passe l'argent? Ah, voilà. Voilà, bah, c'est tout. Hein. C'est toutes les raisons que je viens d'énoncer. Alors maintenant, effectivement, on atteint le point de rupture. C'est ça l'histoire. Alors évidemment, toi comme moi, on s'attend au point de rupture. Moi, je t'avoue que je l'attendais un peu avant. Pas qu'en France, ailleurs aussi. On parlera de Trump et des États-Unis tout à l'heure. Mais à la limite, peu importe, tant mieux si on a plus de temps pour se préparer à faire face et gérer les choses. Euh, tu avais plusieurs scénarios dans tes livres qui étaient, auxquels tu donnais une pondération statistique que tu appréciais, qui évoluait un petit peu avec le temps, qui allait de la guerre civile d'un côté dans l'horreur et de l'autre côté dans l'horreur et avec toutes sortes de scénarios intermédiaires qui allaient jusqu'à la guerre nucléaire. Et on a un petit peu dansé depuis 10 ans entre ces différents scénarios. Euh, tu, tu, Lesquels sont les plus probables aujourd'hui? Parce que si on arrive à un point de rupture, la rupture, ça veut dire quoi et quelles en sont les conséquences? Écoute, je vais te dire, bon, moi, j'ai fini quand même en vieillissant par comprendre un certain nombre de choses, je crois. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mon mode de pensée était en partie erroné, parce qu'il y a un grand principe que je n'avais pas compris, un principe qui a été très bien résumé par Keynes, John Maynard Keynes, l'économiste britannique, qui a dit un jour, ce qui arrive en fin de compte, ça n'est pas l'inévitable, c'est l'imprévisible. Et en fait, c'est logique. Curieusement, c'est logique que l'inévitable n'arrive pas et que l'imprévisible arrive. Pourquoi? Le monde est chaotique. S'il est chaotique, ça veut dire qu'à tout moment, tu risques de passer un surplis, c'est-à-dire que tu risques de passer d'un contexte où un système donné amène à quelque chose à être inévitable, à un autre contexte où les règles, en quelque sorte, sont complètement bouleversées et où il arrive quelque chose qui était de toute façon imprévisible et même souvent impensable dans l'ancien système. Tu vois, quand tu t'intéresses un peu à la théorie des catastrophes, à la théorie du chaos, tu comprends pourquoi ce qui arrive, en fait, généralement, c'est l'imprévisible, c'est pas l'inévitable. Et
C'est pour ça que, bien sûr, il faut faire de la prospective pour réfléchir aux enchaînements, pour essayer d'anticiper, mais en fait, il faut jamais croire qu'on peut prévoir. On peut jamais prévoir. Parce que justement, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. C'est là que Dieu nous nique, tu vois, nous autres, ces créatures enfermées dans notre dimension. On voit pas on voit pas les surplis qu'on va franchir dans le chaos. Donc honnêtement, je ne saurais pas te dire. Sur le fond, je ne saurais pas te dire. Maintenant, si on imagine qu'on ne franchit pas de surplis, que les choses continuent en quelque sorte encore pendant un certain temps sur les dynamiques actuelles, moi, tel que je sens le truc, je pense qu'on va avoir la Troisième Guerre mondiale avant d'avoir l'effondrement sociétal occidental complet. Parce que l'élection Bon, d'abord, on a eu le délire des Straussiens néoconservateurs du département d'État sous Biden. C'était quand même assez impressionnant, hein, je veux dire. On a quand même entendu des trucs, mais moi, avant 2022-2023, je croyais que Docteur Folamour, c'était une parodie. En fait, non, c'était un documentaire. On n'avait pas compris, mais voilà, je veux dire. Bon, Oui, tu ne saurais pas, je te conseille un livre, parce qu'on se conseille parfois pas mal de livres. Dans la série Docteur Folamour a vraiment existé. Je te conseille ce livre Ravenrock, qui est en fait une histoire tu sais, de la continuité du gouvernement américain. Tu sais comment ils se sont organisés avec des bunkers, des machins pour survivre à une guerre nucléaire. Et ce livre, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est pas son sujet principal, c'est tous les sujets annexes, c'est comment ils préparaient la guerre nucléaire, ces cons. Et en fait, c'était vraiment du Docteur Folamour dans les années 50, 60. C'était des malades. Et il faut le lire parce que les États-Unis se sont déjà ruinés pour la guerre froide. Et c'est hallucinant les trucs que j'ai découverts dans ce livre. Enfin, je ferme la parenthèse. Ravenrock, je te le conseille. bah, je me le note, dans un coin de ma tête, Ravenrock. Bon. Oui, bah oui, non, mais ben voilà, donc on a eu ça. Maintenant, bon, on va avoir Trump. Bon, alors, bon, Trump, c'est beaucoup d'agitation, comment ils disent là, saber rattling, je crois qu'ils ont un mot comme ça là pour Oui, dire oui. on agite le sabre. Bon, mais en réalité, il est contrairement aux apparences, en fait, il est moins fou que les timbrés straussiens de Nuland et compagnie. Mais cela dit, à mon avis, enfin, je peux me tromper, bien sûr. Hein, encore une fois, j'ai aucune certitude, mais je pense que malheureusement, il va se planter parce que non pas qu'il soit mauvais, non pas que ses projets soient pas bons, mais parce que je pense qu'il est trop tard, que comment dire, les facteurs de dislocation, de dégénérescence des États-Unis sont maintenant trop profonds, trop avancés. Et une fois qu'il se sera planté, et que donc probablement ils vont se retrouver devant la réalité du fait que quand ils perdent le privilège du dollar, C'est ils mort. implosent complètement, je pense qu'ils vont choisir la guerre. Je suis exactement d'accord avec ce scénario et ça m'effraie. Ben, je pense qu'on voit la même chose. Hein. Ouais. Non, non, tu sais, parce que c'est un peu comme dans les marchés, tu as des fluctuations, un pays va bien, puis ensuite va mal, puis un autre. Et ces fluctuations, quand elles commencent à rentrer dans le dur, dans un canevas, dans un canal qui est en fait assez dur, et en fait, on voit que les fluctuations, elles s'accélèrent, mais elles convergent de plus en plus, parce qu'avant, tu avais la France qui était un pays un peu foldingo au niveau de sa gestion, mais qui était quand même agréable à vivre. Et à l'opposé, tu avais l'Allemagne, moins agréable à vivre, mais quand même deutsche Qualität, bien organisée, une industrie qui est florissante, etc. Avec des crises par-ci, par-là, etc. Et là, on voit que l'Angleterre, c'est encore pire socialement, je pense, que la France. Encore plus ravagée. Je t'enverrai une interview de Richard Grannon dont je t'avais déjà parlé, que j'ai faite il y a quelques jours, où on parlait de ces viols de masse et de ces prostitutions de jeunes filles, etc. Et il m'expliquait la structure sociale, dans l'environnement social dans lequel ces pauvres filles évoluent. C'est hallucinant. Je m'en doutais, mais c'est hallucinant. Et tous ces pays, avec peut-être l'exception du bassin méditerranéen, si on veut, sont en train de converger, mais l'Espagne et l'Italie ne comptent pas beaucoup. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne,
la Scandinavie dans son... Bref, ça compte. Et donc, c'est en train de converger vers un point de... Tu sais, la fission nucléaire, elle a besoin de la pression parfaite dans tous les sens pour qu'il y ait la réaction qui se mette en place. Et j'ai l'impression qu'on s'approche à grands pas et que l'espoir qui a été mis dans Trump, je pense que tu penses tu penses ça de ce que tu viens de dire, et je vais faire un live dans 1 heure et demie sur ce sujet, et je crains que je vais devoir baisser un peu l'enthousiasme des gens. Je pense qu'il a sincèrement envie de faire certaines bonnes choses. Il aura les bâtons dans les roues habituels, plus ou moins, mais de toute façon, peu importe, c'est trop tard. Le canal se rétrécit vers ce point d'explosion. Est-ce qu'il est dans 6 mois? Est-ce qu'il est dans 2 ans? C'est hegelien, on n'y échappera pas, j'ai l'impression. Et je crois que la fuite vers la guerre va être, à moins que tout d'un coup un type va dire non, stop, on préfère crever en guerre civile que faire la guerre, parce que non, la guerre c'est trop horrible. Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense on va lancer les missiles et on verra bien. Et justement, on va se planquer dans les bunkers et on verra bien comment on en sort après. Ouais. Ben. Moi, c'est ce que je te dis, on n'est jamais sûr. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement, ce qui arrive, c'est l'imprévisible. Et là, on en est au point où on dit, finalement, c'est très bien, oui, tant mieux, oui. Le deuxième retour de Jésus ou de je ne sais pas qui, parce que là, putain, la vache, de Bouddha ou Mohamed, ça va être... Toute l'équipe revienne simultanément, là, en travaillant ensemble, peut-être, hein, parce que sinon... Ouais, je suis pas sûr. Mais enfin bon, ouais, donc, je ne sais pas comment enchaîner par rapport à ça, quelle question je peux ajouter, mais c'est certainement l'aspect psychologique est important. Et depuis que je te connais, en privé, on se dit que le problème principal, c'est qu'on est entouré de fous et que garder sa santé mentale est l'essentiel, mais que ça devient de plus en plus difficile dans un monde qui est fou. Et voilà, 25 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, 2025, comment tu vois cet aspect-là de la préparation mentale des êtres humains sains qui déjà, je ne suis pas forcément le mec à qui il faut poser la question, parce que je ne crois pas être quelqu'un de très équilibré à titre personnel. C'est toujours dangereux de s'auto-diagnostiquer, mais personnellement, je me crois atteint d'un trouble de la personnalité schizotypique. Donc, je ne suis pas forcément le mieux placé pour dire aux gens comment être sain d'esprit. Déjà, c'est un premier constat. Bon, peut-être je me trompe. Hein, mais... Qu'est-ce que ça veut dire schizotypique? Je ne connais pas, n'étant pas psychiatre. En gros, si tu veux, le cerveau se connecte essentiellement avec lui-même. Il a une certaine capacité à se diviser en deux pour se parler à lui-même et il se coupe du monde. C'est-à-dire... alors après, c'est une pathologie Ça veut dire être intelligent, en gros. Alors, c'est une forme d'esprit. Certains psychiatres estiment que c'est plus une forme d'esprit qu'un trouble de la personnalité. Moi, je considère que c'est un trouble de la personnalité parce que ça empêche un fonctionnement normal en société. Mais c'est vrai que la personne, souvent, n'en souffre pas, que ça présente des avantages. Il y a plusieurs grands philosophes, plusieurs scientifiques de très haut niveau qui manifestement étaient schizotypiques. Le cas le plus connu étant Schopenhauer. Mm-hmm. Schopenhauer était totalement schizoïde ou schizotypique, ça revient au même à peu de choses près. Newton aussi, non? Je sais pas, je connais pas. Je sais pas si Newton était comme ça. Mais bon, c'est pas, enfin, je veux dire, de toute façon, je suis pas une personne normale. En ce sens que je suis pas dans la norme. C'est évident. Donc, je suis pas forcément bien placé pour dire aux gens comment rester normal, puisque déjà, moi, je le suis pas. Tu regardes pas des tutos maquillage sur TikTok?
Oui, alors c'est vrai que le problème, c'est que quand tu vis à une époque où la norme, c'est ça, c'est-à-dire en gros, c'est le trouble de la personnalité hyper narcissique érigé en norme, le fait de ne pas être normal, ça fait que finalement, d'une certaine façon, c'est toi qui es sain d'esprit. Alors, on ne sait plus trop où on en est là. Bon, je suis d'accord. Bon, mais pour répondre à ta question quand même, moi, en tout cas, ce que je fais, moi, je ne sais pas si c'est pour rester sain d'esprit, puisque je ne pense pas l'être, franchement. Mais en tout cas, c'est pour devenir encore plus dingue. C'est que en gros, je me coupe au maximum du, du flux produit en quelque sorte par la grosse lessiveuse intellectuelle ou pseudo-intellectuelle. Je me coupe des médias. Par exemple, je regarde jamais des trucs genre LCI, tu vois, ou alors une fois de temps en temps pour rigoler, pour voir où ils en sont dans leur délire. Mais pour si je m'intéresse à la guerre russo-ukrainienne et que je veux essayer de comprendre la guerre russo-ukrainienne, le dernier truc que je vais regarder, c'est LCI, tu vois. Chaîne dont on se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'ils vont faire quand la guerre va s'arrêter en Ukraine, quoi. Il va y avoir une crise de reconversion là-bas. Hein. Bon. Alors à chaque fois que j'ai vu des trucs qui venaient de LCI, ils parlaient de ça. À chaque fois. Donc, quand je le sais, si tu veux, parce que je clique pas sur les trucs, mais je suis abonné à à des trucs qui suivent les actualités sur la guerre russo-ukrainienne, et il n'y arrête pas d'y avoir des trucs qui viennent de LCI, à croire qu'ils font que ça. Bon. Mais je regarde pas, quoi, sauf une fois de temps en temps pour voir où ils en sont de leur délire. Sinon, je coupe. Euh, J'essaye de regarder les informations, les analyses qui sont produites par des gens relativement neutres, qui témoignent d'une certaine distance par rapport aux réalités. Je ne suis pas l'actualité de trop près. Je pense que c'est un piège. Parce que l'actualité, si tu veux, ça t'enferme dans un flux, ça t'empêche de discerner les tendances lourdes. L'actualité, c'est un truc, on va te dire, voilà, ce qui est important, c'est ce qui apparaît maintenant. Or, quand tu veux réfléchir sainement, tu vois, il faut essayer de remplir la matrice d'Eisenhower, tu sais. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Si tu essayes toujours de remplir la matrice d'Eisenhower, ça te fait un guide pour être dans une démarche concrète, pratique, où tu pètes pas les plombs. Et le dernier truc à faire pour remplir la matrice d'Eisenhower, c'est de regarder l'actualité, en fait. Il faut de temps en temps, faut te renseigner sur ce qui se passe, mais pas en te laissant enfermer dans le flux d'informations en permanence. Voilà, bon, moi je fais ça. D'une manière générale, j'essaye de pas non plus me retrouver trop investi émotionnellement avec des gens totalement instables et givrés comme ils sont fabriqués en série aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, bon, comme dans toutes les entreprises du monde, en tout cas la grande majorité d'entre elles, dans ma boîte, quand je ne suis pas en télétravail, il y a une tradition à laquelle on ne peut pas couper, c'est la machine à café avec les collègues. Tu es obligé. Bon. Euh, je, je suis dans un coin, je dis rien. Quand on me pose une question, je réponds gentiment. Si on me demande qu'est-ce que je pense des performances du PSG, j'avoue que je ne suis pas le PSG, mais je veux bien écouter et en parler. D'accord, c'est voilà. Et si tu veux, zéro investissement émotionnel, le minimum d'interaction avec les gens autour, parce que l'expérience m'a appris que dès que tu commences à avoir un investissement émotionnel avec une personne qui est malade, et la majorité des gens aujourd'hui sont malades, ça va toi-même te rendre malade. Donc, pas de contact. Après, j'ai un petit noyau de gens que je connais, quelques dizaines de personnes que je connais et dont je sais que c'est des gens sains d'esprit, et c'est avec eux que je communique, c'est avec eux que j'échange. Et sorti de ce groupe-là, où je sais que c'est des gens qui sont sains d'esprit, j'essaye de pas trop échanger. Moi, c'est ce que je fais concrètement pour conserver mon équilibre. Mais je te dis, hein, je ne suis pas forcément une bonne référence. Hein, je ne suis pas un mec normal. Je pense qu'il y a plein de gens, ils ont besoin d'échanger, en fait. Ils ne sont pas comme moi. Oui, ça c'est certain.
Tu parlais des médias. Tu es quand même un analyste assez fin. Comment tu, comment tu expliques leurs illusions ou enfin, ou plutôt, je reformule, est-ce que tu penses qu'ils se rendent compte à quel point ils sont complètement à l'ouest, ou alors ils se sont fait une sorte de monde imaginaire, ou peut-être qu'ils vivent dans un monde qui est tellement séparé du reste que tout ce qu'ils disent leur semble cohérent. Comment tu... Médias et... je pourrais étendre la sélection sociale aux juges qui, au 14e viol, finissent quand même par mettre un bracelet électronique à Sven et Olaf, etc. Les ONG pro-migrants, enfin, je veux dire, voilà, il y a tout un monde quand même qui vit dans son monde, quoi. Ouais, moi, les mecs des médias, je les connais pas, je les ai jamais fréquentés. Mais il y a un mec qui les a fréquentés de près, un mec que tu connais et qui est alors mondialement connu jusqu'à la planète Mars, puisque c'est un franco-suisse, Ah, un écrivain polémiste franco-suisse on le salue. qui vit aujourd'hui à Lausanne, je crois d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, Alain Soral pour ne pas le nommer. Et lui, il les a fréquentés. Et donc, c'est un mec, j'ai une assez bonne confiance dans ses capacités à observer son environnement, son milieu. Donc, j'ai tendance, si tu veux, à dire, puisque lui, il sait de quoi il parle, là, je vais juste, puisque Pierrot me pose une colle, moi, je ne les ai pas fréquentés, ces mecs-là, je vais lui dire, je vais lui répéter ce que m'a dit Soso, parce que probablement l'autre, il sait de quoi il parle. Euh, Ce qu'il m'a dit, en gros, c'est que pour comprendre ce qui se passe chez ces mecs-là, alors je ne sais plus exactement comment il me l'a dit, mais enfin, en gros, c'est des mecs, si tu veux, ils travaillent pas en fait. Plus exactement, leur travail n'est pas d'analyser sérieusement les choses. Leur travail est de faire du social, d'aller dans les cocktails et pour certains d'entre eux dans les partouzes où ils vont rencontrer des gens qui sont utiles pour leur carrière. Voilà, que c'est à peu près ça en réalité le fonctionnement de ces milieux. Et que donc il n'y a pas lieu de se demander pourquoi ils racontent n'importe quoi, c'est parce qu'ils sont dans une espèce de bulle, où l'important c'est de raconter ce qui est à la mode en ce moment dans la bulle pour bien soigner sa carrière, quoi. Ouais, c'est loin de ma manière de penser et de faire, c'est sûr. Oui, mais je pense que Bah, c'est vrai. c'est le jour où tu le croiseras, je pense que de temps en temps vous devez vous Ouais. croiser, la Suisse c'est tout petit, tu lui demanderas, tu lui poseras la question, tu lui diras voilà, il y a Drac qui m'a dit que tu lui avais dit qu'en gros c'était ton point de vue, et lui, il pourra sûrement te briefer, mais infiniment mieux que moi, sur le fonctionnement de ce monde-là, où moi, j'ai jamais foutu les pieds. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais pas celle-là. Je ne les ai jamais vues, et je m'en porte Oui, d'autant mieux. son dernier livre en parle un petit peu de ça, c'est vrai. Alors, ouais, tu parlais tu comparais la société actuelle, en France en tout cas, avec celle de l'Ancien Régime. Euh, et j'ai l'impression qu'en plus, on prend toutes les mauvaises... Puisque, évidemment, on est dans un vrai melting pot culturel. En Occident, en tout cas, on va prendre le pire de la manière de gérer les choses de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Scandinavie, et que petit à petit, avec le temps, les élites, si on peut les appeler comme ça, celles qui ont le pouvoir de dire et de faire, pour reprendre l'expression de Maffesoli, euh, elles se copient par mimétisme, elles se cooptent aussi en fonction des pires turpitudes. On a vu, on a vu les, enfin voilà, on les a vus, et que les le résultat, inévitablement, va être cette explosion au niveau de la population qui n'en peut plus. Elle n'en peut plus de payer les impôts pour ne rien recevoir. Sauf que, en 1789, la population, c'est la même qui ensuite est allée à Moscou et retour. C'est l'armée de Napoléon. Enfin, c'était des mecs balèzes, quoi. On en a vu encore quelques-uns à Verdun, etc. Là, justement, cette population de type qui regarde les tutos maquillage ou qui essaie de faire des danses sur TikTok, à ce qu'on me dit, euh, comment ils vont stormer la Bastille? Comment ils vont. Enfin, je veux dire, je sais pas. Là, moi, j'ai une inconnue sur le grotesque de la situation.
Ouais, ouais, je partage ton analyse. Non, mais si tu veux, enfin, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui en Suisse, mais en France, si tu veux, la France, c'est un pays, en gros, t'as des mecs donc, qui regardent des tutos maquillage, et puis ensuite, parce qu'ils ont écouté 2 vidéos de Mélenchon et que ça les plaît de jouer les mecs d'extrême gauche, ils expliquent qu'ils vont faire la révolution. T'as des mecs qui regardent des tutos maquillage, et puis parce qu'ils ont vu 2 émissions avec, je sais pas, François Langlais ou des mecs comme ça, ils vont expliquer qu'ils vont redresser le pays en réindustrialisant. Puis tu as des mecs, alors là quand même, bon, il faut le reconnaître une chose dans la population RN et compagnie, c'est un peu moins tuto maquillage quand même. Il y en a pas mal qui sont détronchés, mais quand même un peu moins que les autres. En fait, la curiosité en France, si tu veux, c'est que traditionnellement, comme historiquement la gauche, c'est plutôt le parti des gens qui sont du côté de la production de la valeur, il y a longtemps. Les ouvriers, les employés, c'était eux qui produisaient la valeur, hein. Et la droite, c'est plutôt le parti de ceux qui sont dans la captation de la plus-value, les bourgeois, les rentiers, etc. Historiquement, traditionnellement, le trip tuto maquillage, il est plutôt à droite, en tout cas dans la droite modérée, plus que dans la gauche. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, parce qu'en fait, tout s'est inversé. On a une gauche qui est devenue le parti en grande partie de la bourgeoisie et des unterbourgeoisies qui vivent de la captation des petites miettes que leur laisse tomber l'oligarchie. Et donc, du coup, c'est la droite populiste qui récupère les gens qui sont un peu moins tuto maquillage parce qu'ils sont dans le monde réel. C'est largement comme ça que ça se passe, hein. Ouais. Bon, mais enfin, cela dit, sans être dans le trip tuto maquillage, ils sont pas, ils sont pas non plus au mieux de leur forme, quoi. On vit une époque où, qu'est-ce que tu veux, tout le monde, hein, moi aussi, hein, je me mets dans le paquet, hein. On est tous plus ou moins des dégénérés à la base parce on vit dans des sociétés qui font ça, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce que ces différents groupes peuvent faire le jour où ça s'écroule? Bon, au niveau des mecs qui t'expliquent qu'ils vont faire la révolution avec la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, je suis curieux de voir ça, franchement. Non, mais je suis curieux de voir Louis Boyard. Je sais pas si tu le connais, tu vois qui c'est, Louis Non, je ne Boyard? vois rien de ces gens que tu as cités depuis 2 minutes. Louis Boyard, c'est... oh là là, comment décrire Louis Boyard? Si j'ai bien compris, le mec, il a reconnu qu'il avait été plus ou moins dealer. Et Je vais googler maintenant, la hein, tronche. Je vais hein, googler la tronche simultanément. Vas-y. Louis Boyard. Louis Boyard, et là, il risque de devenir maire d'une ville Ah, mais c'est en un jeune. banlieue. Ouais, c'est un jeune, il est très jeune. Et Il est homosexuel, comme les autres. alors, je ne sais pas s'il est homo, peut-être, peut-être Beaucoup, pas, t'entends. mais en tout cas, il est capable de s'insérer dans. Enfin, je veux dire, J'aime c'est les un gens. mec, il est capable de réindustrialiser la France à peu près comme moi, tu vois, de jouer running back dans une équipe de football américain. C'est à peu près le même ordre de grandeur. C'est-à-dire que si j'essayais de jouer running back dans une équipe de football américain et que je tente de percer la ligne de défense adverse, j'en sortirais à peu près dans le même état que l'état où va se trouver Louis Boyard s'il essaye de réindustrialiser la France, tu vois. C'est à peu près la même chose. C'est comme ça que je visualise les choses. En tout cas, il a une tête de bon français, de base, de souche. Enfin, je connais pas, je vois France Insoumise. Ça, c'est déjà Oui, aïe, oui, aïe, c'est la, aïe. c'est la- c'est la France, c'est la France insoumise, mais si tu veux, enfin, la France insoumise chez nous, c'est devenu un truc absolument. Et honnêtement, tu vois, c'est le problème quand tu dois expliquer ça à un étranger qui forcément ne suit pas ces conneries. Ouais, T'arrives même plus à trouver les mots en fait. ouais. Il y a un Parce moment, que tu dis, déjà, est-ce qu'il a checké son privilège de mâle blanc, patriarcal? Parce que déjà, ça, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi il alors, n'a pas laissé sa place La France à un insoumise, ils blanc? sont quand même pas trop dans ce trip-là. Ah, Ça, tu sais, c'est surtout un trip d'anglo-saxons, et peut-être mhm. de Suisse d'ailleurs, parce que je pense que c'est un petit peu un luxe que se payent Oui, oui, aussi oui. les bourgeoisies. Nous, on est quand même maintenant déjà passé au stade où c'est tellement la merde qu'on bon, on peut plus trop. Plus trop. D'accord. Non, il est dans un trip. On va faire la Nouvelle-France en gros avec les Noirs et les Arabes.
En fait, la gauche française a perdu les classes populaires. Elle les a perdues parce que, si tu veux, elle a voté oui au traité de Maastricht de 92. Elle n'a pas été claire sur le traité constitutionnel européen de 2005. Elle a suivi Sarkozy en grande partie sur le traité de Lisbonne en 2008. Et donc, à partir de là, les classes populaires ont mis la gauche en surveillance et ont dit en gros, en fait, ces gens-là, ils ne sont pas pour nous. Parce que quand tu soutiens l'Europe ordolibérale allemande, tu n'es pas pour les classes populaires françaises. Il faut Ouais. être sérieux quand même. À un moment, bon. Quand Hollande est arrivé au pouvoir en 2012, il a dit en gros, votez pour moi et moi je vais changer la donne. Mon ennemi c'est la finance et je vais m'en occuper. Là-dessus, il est élu. Mais comment dire, il n'a même pas laissé passer 15 jours avant de virer sa cutie. Et on a appris par la suite qu'il était tout de suite allé à Londres dans une réunion organisée avec les bankers de la City pour leur dire non, non, mais vous inquiétez pas, c'est du pipeau, c'est de l'électoralisme, je ne vais rien faire du tout. Donc la gauche a définitivement perdu les classes populaires françaises, en tout cas celles dont l'adversaire principal, pour le coup, c'est vraiment le système d'administration de la mondialisation qui fabrique les délocalisations, qui fabrique l'implosion productive occidentale, qui fabrique l'écrasement des classes populaires. Donc la gauche a perdu ces populations-là. Donc pour se trouver une base électorale de rechange, ils sont allés chercher, pour dire simplement, les Noirs et les Arabes de banlieue, qui Ouais. eux ont deux caractéristiques qui en font une clientèle potentielle pour un autre type de gauche. Ouais. C'est que, eux, ils ont un autre problème, un autre adversaire, qui sont en fait essentiellement les classes populaires dites de souche. Parce que tout simplement, l'amalgame ne se fait pas du tout, très peu, très à la marge. Donc il y a une rivalité potentielle, et c'est potentiellement violent d'ailleurs. Et puis d'autre part, ce sont des gens souvent qui vivent en périphérie des métropoles, qui sont inscrits dans la récupération des miettes qui tombent du processus de captation des revenus de la mondialisation par la bourgeoisie, si tu veux. Alors ça prend diverses formes, ça prend la forme des allocs, qui est la forme la plus visible et en général, si tu veux, à laquelle les droitards réagissent de façon la plus vigoureuse. Mais ça prend aussi une autre forme qui est plus discrète, qui est plus insidieuse, qui est la multiplication d'emplois, de services qui servent en fait à faire fonctionner ces métropoles qui ne produisent rien, en fait, qui vivent de la captation des revenus de la mondialisation. Bon, donc tous ces gens-là, si tu veux, c'était une population qui n'avait pas de représentation dans l'espace politique. Donc tu as une population importante quand même qui n'a pas de représentation dans l'espace politique et tu as une tendance politique qui n'a plus de base électorale. Donc si tu veux, tu vois, ils se sont rencontrés en quelque sorte. Et le résultat, ça a donné Louis Boyard. Bon, D'accord. maintenant Louis Boyard. Écoute, je connais, franchement, voilà, juger sur Voilà, une photo, ça je me. parle du Boyard, j'aurais pu te parler de Sébastien Delogu. Ils sont tous un peu comme ça dans cette équipe-là de la France Insoumise. C'est ça l'histoire. Et bon, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la Bastille, ces gens-là. Alors d'abord, ils en sont incapables. Déjà, il faut être clair. Déjà la trouver, la Bastille. Il Faut déjà la faut, trouver, la Bastille. faut la trouver parce qu'aujourd'hui, c'est plus un lieu Elle est peut-être physique à facile. Londres ou à New York ou à Tel Aviv, on ne sait pas. Voilà. Et puis de toute façon, même s'ils arrivaient à prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'ils feraient? Puisque eux, dans leur substance, si tu veux, ils sont rien, ils n'ont plus de construction idéologique sérieuse, et que leur base, en réalité, c'est pas des gens qui veulent remettre en cause fondamentalement le système de la mondialisation, puisqu'ils en vivent. C'est des gens qui veulent que le système continue à leur donner des miettes. Donc tu vois, c'est pas un processus révolutionnaire. Non, ils iront pas prendre la Bastille. Voilà. Bon, les mecs qui sont au milieu, là, je te disais, le mec, le centriste, qui est dans le trip tuto maquillage, parce qu'en plus, si tu veux, tous ces gens-là sont, je veux dire, quand je parle de trip tuto maquillage, c'est une image. Ce que je veux Ouais, dire, ouais, c'est qu'ils sont, moi tu aussi. vois ce que je veux dire, quoi. Bon, lui, de toute façon, lui, c'est évident qu'il va pas prendre la Bastille, puisque lui, il est pour le maintien lui, c'est le petit soldat du parti du statu quo et de la défense de la fortune acquise. Donc, tu vois, il va rien faire du tout.
Alors, il reste effectivement le Rassemblement national et la base qui est derrière. Bon, maintenant, quand tu regardes concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une vraie doctrine politique de refondation de la souveraineté? Est-ce que tu imagines un mec comme Bardella venir à la télé, dire écoutez, vous m'avez élu, ou même avant les élections, dire, d'ailleurs on l'a vu déjà, en 2024 pour les législatives, est-ce qu'il est allé à la télé dire la vérité? Est-ce qu'il est allé dire aux gens, si vous m'élisez, je dois vous prévenir que pendant 10 ans, je n'aurai à vous offrir que de la sueur et les larmes. Parce que c'est ça la réalité. Hein. Je veux dire, quand tu as multiplié les conneries pendant 50 ans, ensuite c'est minimum 10 ans de sueur et de larmes pour reconstruire, commencer à reconstruire quelque chose. Ouais. Non, il est allé à la télé pour dire si vous m'élisez, on va remettre la retraite à 62 ans. Ouais. Voilà. Donc c'est tout. Je veux dire, tu as la réponse. Tu sais à quoi tu as affaire. Bon, maintenant, pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'est parce que lui, personnellement, il pense des choses, etc. Peut-être, j'en sais pas, je ne le connais pas. Mais c'est surtout que le RN, si tu veux, c'est des mecs qui regardent leur base électorale, ils écoutent bien ce qui remonte et ils voient ce que les gens veulent entendre. Et en fait, toute cette base-là, qui fut jadis la France productive, elle est complètement explosée, elle est complètement démoralisée, elle ne sait plus où elle n'a pas de projet fédérateur, elle veut simplement qu'on lui redonne sa petite vie. Et en fait, le cri qui remonte de tout ça, c'est on veut revenir aux 30 Glorieuses. On exige le retour en 1970. En fait, c'est à peu près ça, si tu veux, le truc. Tu ne vas pas construire l'avenir avec des mecs qui veulent juste revenir 50 ans en arrière. Ça ne va pas être possible. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui va en sortir? Rien. Rien. Voilà. C'est le néant. Donc on avance dans le. Donc on avance dans le voilà. Ouais, mais moi j'ai une question à te poser. Oui, vas-y. En France, on entend assez peu parler de ce qui se passe en Suisse. Et par rapport à ça, par rapport à ce que je viens de te décrire, et je pense que ce qui vaut pour la France, mutatis mutandis, vaut à peu près, avec des nuances pour l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, à peu de choses près. Vous, en Suisse, vous n'êtes pas tout à fait dans le même état quand même. Non, mais on est dans l'état, parce qu'en fait, les francophones suisses, les Suisses francophones, s'imaginent qu'ils copient avec 20 ans de retard la France. Mais en réalité, ce qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils n'ont souvent pas la culture germanique, c'est qu'en fait, on copie l'Allemagne. Et que ce qui se fait dans l'ensemble de la Suisse se fait aussi dans la Suisse francophone et ressemble à l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, comme toi, tu es aussi germanophone, tu lis et tu suis ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne est souvent surévaluée depuis la France, tu le sais. Il y a presque un complexe d'infériorité par rapport à l'Allemagne, étonnant, mais l'Allemagne a aussi c'est complètement starbé, ses politiques idéologues complètement fous. Ils sont capables de se saboter de leurs sources d'énergie indispensables à leur économie. Enfin, il y a un wokisme allemand différent que l'anglo-saxon, différent que celui en France, qui est assez puissant. On a un homosexualisme peut-être encore plus fort qu'en France, par exemple, dans le sens où ça fonctionne par réseau. C'est dans ce sens-là où c'est vrai que vous avez gagné l'Eurovision. Par exemple. Oui. Là, on a été impressionnés. Et dans la population, je peux te dire ici que les gens ont regardé ça comme étant c'est tout à fait normal. Bon, oui, non, il n'y a personne qui s'est dit, mais quand même. Donc, il n'y a pas ce que. La Suisse, dans son ensemble, est très germano-compatible, aussi parce que sa structure économique, la Suisse est très industrielle. On s'en sort au niveau de l'énergie parce qu'on capte une grosse partie de notre gaz et de notre pétrole par le sud, en fait, pas par le nord. Nous, notre pétrole, il ne vient pas de la Russie, il vient d'Algérie, il vient de Libye, via l'Italie, en fait. On a un gros partenariat économique avec l'Italie, en fait. Mais structurellement, on est une parce que les gens voient la. Quand on a volé le pétrole des Italiens en Libye, vous aviez les boules, en fait. Oui, c'est vrai, on s'est posé. Il y a eu des moments en 2020 où on s'est dit. Je viens de comprendre un truc, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, et en tout cas, après, on a les castes dirigeantes suisses sont
extrêmement pro-Union européenne et voudraient faire rentrer le pays dans l'Union européenne. Elles sont complètement folles, évidemment. Et fort heureusement, on a cette démocratie directe qui les arrête un peu, même beaucoup, et qui freine la chose. Mais on subit l'immigration de masse, certes, avec une grosse part qui est choisie, mais quand même de plus en plus avec une part d'immigration de bouche, des gens qui sont uniquement là pour faire tourner les industries des ONG, ça existe, les industries des allocations, etc. Ce qui nous sauve, c'est qu'on a constitutionnellement un État qui est limité dans ses dépenses à, je crois, 30% du PIB. On ne peut pas dépasser. Et donc, il reste structurellement petit. Parce qu'on peut difficilement faire plus. Malgré les ONG, il y a des trucs et astuces pour dépenser de l'argent à côté. Et donc, on a relativement peu de dettes. On a le prestige historique, le franc suisse fort, etc. Et donc, on tient assez, mais il y a les grandes villes suisses sont dévastées, pas autant que les grandes villes françaises ou anglaises, mais elles sont dévastées avec quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire pas toutes. Par exemple, Genève, non. Parce qu'il y a trop d'argent à Genève. On voit des dealers, par exemple, dans toutes les rues, mais ces dealers se tiennent à carreau, sont pas du tout agressifs, et ils font même le ménage lorsque quelqu'un serait un petit peu extérieur à eux et à l'ordre qu'ils ont mis en place, parce qu'il y a trop d'argent à faire. Si tu commences à rendre les rues insalubres et dangereuses, il n'y a plus personne qui vient acheter leur drogue, etc. Puis on parle de banquiers qui viennent acheter le kilo de cocaïne pour le week-end. Enfin, tu vois, enfin, j'imagine, enfin, je sais pas, les 100 grammes nécessaires pour aller à Megève passer le week-end. Donc, il y a quand même un certain ordre. Mais certaines villes commencent à voir un truc qu'on ne connaissait pas en Suisse, c'est-à-dire tous les week-ends des gens blessés au couteau, voire morts, voire tués au couteau. Alors c'est en général, je sais pas, hein, les Capverdiens qui se battent contre les Bosniaques, les Maliens qui se tapent avec les Nigérians. Enfin, c'est des trucs qu'on découvre. On découvre des inimitiés entre des pays qui ne se connaissaient pas, entre des cultures qui n'étaient jamais entrées en collision auparavant. Donc dans l'ensemble, on est mal barré aussi. Simplement, on a un frein structurel. Et encore une fois, on est beaucoup plus germanique que français comme mentalité. Les francophones ou les italianophones en Suisse, ce sont des Suisses allemands qui s'ignorent, hein, mais ce sont des Suisses allemands dans leur mentalité. Et donc voilà, toi qui connais l'Allemagne, et donc comme dans tout germanique, il y a un teutonique ou un SS qui sommeille. Je veux dire, quelque part, tu as cette tentation, le jour où quelqu'un, qui soit de gauche, de droite, ou de travers, qui vient, ou islamiste, peu importe, le jour où il y aura quelqu'un assez fort qui te dit « moi je nettoie tout », il y a cette volonté de suivre. Tu sens qu'il y a cette... enfin moi, en tant qu'Italien de base, quand je viens ici, quand je vois en Allemagne, en tout cas, je sens que sous-jacent, il y a ce côté Raus, tu vois un peu la mentalité allemande, tu la connais aussi. Donc, à ton avis, si jamais dans quelques années la France explose littéralement en plein vol et que ça tourne vraiment, mais très 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 mal, comment on ferme tout, vous fermez tout. C'est pas dit que ça marche, mais on va vouloir tout fermer. Et si ça communique à l'Italie, l'Allemagne, parce qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas non plus vous isoler complètement de tout votre environnement, quoi. Bah, c'est Mad Max à ce moment-là. Et on est armé. Mais ça va être Mad Max. Où on attend l'arrivée des Américains, puisque les Russes, visiblement, on les a convaincus de plus jamais rien avoir à faire avec l'Europe. Tu as vu cette semaine où les Russes, qui sont les héritiers de l'armée soviétique, enfin des Soviétiques qui ont libéré Auschwitz, n'ont même pas été invités à la commémoration de la libération des camps qui est année. On n'en est plus là. Je crois qu'ils ont même invité Zelensky. Ils n'ont pas invité ses copains. Ils auraient pu inviter Yaroche, ça aurait été rigolo. Yaroche ou des mecs comme ça, quoi, qui auraient pu dire on est vraiment content, on en avait entendu parler. Oui, tu vois l'absurdité du truc, mais les gamins, alors moi je parle de tuto de maquillage pour la petite histoire, c'est parce que
après mon divorce et avant ma fiancée actuelle, j'ai très bien connu une influenceuse, marrant comme quoi les mélanges peuvent être très jolis, mais guadeloupéo-allemande, ça existe, et qui faisait des tutos de maquillage sur Internet, qui est toujours à en faire et qui est assez connu, qui gagne sûrement plein de pognon, je crois, et très jeune, mais très jolie. Et bref, et je l'ai vu faire ces tutos maquillage. Alors, elle les faisait très bien, très sérieusement, mais c'est hallucinant le nombre de gens alors, c'est plutôt des filles, évidemment, mais, et assimilées, mais voilà. Donc, oui, je prenais cet exemple-là, et j'ai oublié ta question. Bah, en fait, si tu veux, je me dis en gros, comment les Suisses vont réagir. Ok, donc la logique, ça sera on ferme les frontières, ce qui est une logique saine. Hein, je veux dire, moi je serais suisse et je verrais ce bordel s'installer en France, je dirais on ferme tout. Euh, bon, mais avec quand même cette limite que vous risquez. Parce qu'à mon avis, si jamais la France part complètement en vrille, Ah, c'est le bordel, hein. ça va métastaser. Ça va métastaser assez vite vers la Belgique, vers la Hollande. Oui. Et j'ai beaucoup de mal à penser que ça ne métastasera pas aussi vers l'Allemagne, vers la Grande-Bretagne. Bon, enfin, je pense que bon, vous pouvez vous retrouver littéralement entouré de pays qui sont en train de se disloquer à des vitesses plus ou moins grandes. Euh, la question que je me demande, je me pose un peu, si tu veux, c'est aujourd'hui le Suisse de base, le Suisse ordinaire, est-ce qu'il se rend compte de ça? Est-ce que ça rentre dans sa ligne de visibilité Forcément moins, parce qu'on se rend compte du bordel que quand on le voit, là, le bordel est faible. Alors, on rouspète de manière générale, les Suisses rouspètent de comment certaines villes sont devenues des shitholes, des trous à merde, pour reprendre l'expression de Trump, comme Lausanne. Euh, mais ils rouspètent en étant soit depuis leur campagne, qui sont relativement tranquilles, soit des quartiers encore assez préservés dans les villes. Et puis finalement, ils rouspètent, mais ils sont bien contents de recevoir leur chinois, leur livraison de bouffe chinoise ou de pizza à la maison par un mec qui voit même pas à travers son casque, à qui il file 5 balles de pourboire. Et hop, je note que depuis quelques années, ils ont scellé les plats maintenant dans les mecs qui t'amènent les pizzas. Avant ils pouvaient. Maintenant, c'est scellé. C'est marrant, on peut plus cracher dedans, quoi. C'est-à-dire. Donc voilà, donc ils rouspètent, mais ils en profitent quelque part. Et comme à Paris, dans les grandes villes françaises, il y a ce côté schizophrénique où on a voilà, la plonge et la cuisine des restaurants, le transport, etc. Il y a toute une infrastructure qui est opérée par des gens venus d'ailleurs parce que voilà, ils travaillent au noir, ils sont pas payés. Enfin bref, il y a toutes sortes de phénomènes économiques. En revanche, moi ma remarque, alors ça, je ne pense pas que les Suisses pensent comme ça. Je pense que le million de morts ukrainiens, million et demi probablement morts ukrainiens, plus les 3 millions de blessés ukrainiens, d'hommes jeunes, eh ben, ils vont sacrément nous manquer pour la libération de l'Europe. Et je pense que c'est ça aussi l'un des objectifs de cette guerre, c'est de vider l'Ukraine. Et que même dans les pays de l'Est, en fait, ils se font avoir, ils ont juste 40 ans de retard. Mais ils se font bananer comme nous, on s'est fait bananer, sauf que bah, eux, quand on se balade à Varsovie, bah, on a l'impression de voir une ville idyllique, fantastique, mais quand tu parles aux gens, dans les villes, même au pays de l'Est, eh bien, finalement, ils rêvent, ils ont encore des petites étoiles dans les yeux en disant ah, un jour, on sera comme la France, l'Angleterre ou les États-Unis. Toi, tu as envie de leur dire malheureux, des rétros, tu ne sais pas de quoi tu parles, mais voilà, eux aussi, ils ont des tutos maquillage. Bref, je crois que la Suisse, elle est mal barrée. Simplement, ouais, on a nos 20 ans de retard. Ouais, 20 ans de retard, des mentalités allemandes. Et puis, comme vous n'avez pas eu le petit moustachu pour laisser une trace dans votre histoire, vous êtes moins complexé, vous êtes Non. encore armé et capable Non, alors, tout ce qui est wokisme, ça existe, mais la culpabilisation qui le justifie n'existe pas en Suisse. On n'en a rien à foutre. Mais alors, fondamentalement, le Suisse, là, il a une différence avec l'Allemand. L'Allemand,
Je parle avec des jeunes Allemands qui nous disent, enfin, tu leur parles de la guerre et ils sont, ah, pardon, excusez-moi. Et moi, je dis, mais non, t'as pas à te pardonner. T'es né en 1985, qu'est-ce que t'en as à foutre? Euh, mais c'est parce que l'Allemand, il veut tout bien faire. Il veut Oui, faire bien même la repentance. Il veut montrer, comme les Scandinaves, ils veulent montrer qu'ils sont, voilà, ils peuvent faire bien Deutsche Qualität. Le Suisse, il s'en fout. Le Suisse, il dit non, mais je n'ai rien à branler de toutes vos conneries. Et peut-être que c'est parce que effectivement, on n'a pas eu et on a cette illusion qu'on aurait résisté face à l'Allemagne. Bon, l'Allemagne n'est pas venue, donc voilà. de l'avantage d'être le banquier. Oui. Bah oui. 15% de l'économie, la banque en Suisse, 15%. Combien? 15, la finance, assurance et assimilée, c'est 15% du PIB. C'est pas énorme, mais c'est Non, non, considérable quand même. non. Il y a une, enfin, je crois qu'il y a une industrie très très lourde quand même. Vous êtes à Oui. On a une balance des 25-30%. paiements excédentaire, on vend beaucoup plus à la Chine qu'on achète d'elle. Enfin, il y a tout pour. Il y a ce qu'il y avait à l'époque, parce que c'est vrai que depuis la Suisse, tu sais, on a un regard parfois méprisant, je dois l'avouer, mais parfois très, très triste quand on regarde la France. Parce que la France, c'était un grand pays industriel, c'était un grand pays. Alors oui, certes, il y avait ce côté Front populaire, gauchiste, enfin, la vraie gauche à l'époque, hein, non, antérieur au gauchisme. Mais il y avait ce côté, on avait les aciéries de Lorraine, on pouvait fabriquer le paquebot France, le Concorde, les TGV, etc. Et avec la taille de la France, bah, nous, en Suisse, on n'est pas capable d'avoir. Nous, on avait des belles industries, mais on n'avait pas capable d'avoir le volume, l'économie d'échelle de faire ce que vous avez fait en France. On a eu un programme spatial. Oui, extraordinaire. Une aviation, ça c'est encore un des derniers trucs qui restent. Dassault et mon père avait Ah, travaillé avec Dassault beaucoup. C'est juste, tu vois, c'est comme les ingénieurs français sont encore aujourd'hui parmi les meilleurs du monde. Alors évidemment, l'idéologie a détruit, est en train d'achever de détruire votre industrie nucléaire, votre industrie après la sidérurgie. Alors ce qui me fait peur, alors là, ça me permet de te reposer une question, de rebondir vers toi, parce que c'est comme toi qu'on a ce soir, on a le privilège de te parler ce soir, c'est justement la désindustrialisation est aujourd'hui suivie par une dé-agriculturalisation. On voit en Allemagne, en France un petit peu, mais beaucoup en Angleterre. On vient d'annoncer en Angleterre que 10% des terres agricoles vont être achetées par l'État, enfin c'est l'idée, pour mettre des panneaux solaires. Parce qu'évidemment, on sait que le climat britannique est formidable pour les panneaux solaires. Et je me pose la question si les types, ils sont pas. Donc déjà que l'Angleterre, elle n'arrive pas à nourrir sa population, parce que c'est quand même 70 millions d'habitants sur une population qui pourrait en nourrir à tout casser 10. Donc là, on va encore réduire de 10% la bon, surface agricole. Hein. je t'exagère un peu, mais je crois que le taux d'autosuffisance alimentaire de la Grande-Bretagne ils doivent être loin de 100%, je pense, mais ils ne sont pas aussi catastrophiques que ça. Alors après, à mon avis, ils ne sont pas catastrophiques parce ils doivent avoir une agriculture avec beaucoup d'intrants. Peut-être. Le jour où tu enlèves les intrants industriels, alors là, Ça par change contre, tout. effectivement, bon, pour nourrir, je crois qu'ils sont 60 millions ou 70 millions, c'est ça, sur le. Oui, non, 60 000. enfin, Eux bon, aussi, ils ont bref. eu beaucoup d'immigration. Et bref, j'ai l'impression qu'après nous avoir désindustrialisé, et maintenant on veut nous enlever l'agriculture, ou en tout cas en grande partie, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de plan Morgenthau. Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait un plan, mais ça ressemble quand même à une idéologie qui veut alors je vois, ils veulent vivre justement de toilettage pour chiens, de onglerie, de livraison de pizza. Mais c'est quoi leur projet? Parce que ça va mal finir. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour rebondir sur ta question précédente, il y a quand même une catégorie en France où on n'est pas trop tuto maquillage, c'est les paysans, les agriculteurs. Euh, Là, effectivement, il y a un groupe. Ça fait 2 millions de personnes. Voilà, ils sont pas très nombreux, mais par contre, oui, ils sont pas tuto maquillage. Eux, ils sont dans la production, ils sont dans le réel, ils ont une capacité de mobilisation. Euh,
Moi, l'impression que j'ai, alors évidemment, encore une fois, à chaque fois je le répète, mais il faut le répéter à chaque fois parce que les gens ont tendance à l'oublier quand tu parles, c'est vraiment des impressions, c'est vraiment, je veux dire, je suis pas en train de dire quelque chose en pensant, voilà, je connais la vérité vraie. Non, je veux dire, je dis quelque chose en pensant, je sais que je peux me tromper, quoi. Mais l'impression que j'ai, c'est que si tu veux, le processus par lequel nos classes dirigeantes arrivent à définir une politique, il résulte beaucoup plus de négociations internes, de rapports de force internes réglés par la négociation au sein des classes dirigeantes elles-mêmes que d'une analyse de la situation objective générale et d'une réflexion à long terme. C'est-à-dire que finalement, si tu as trois personnes autour de la table qui doivent prendre une décision, et que l'agenda de chacune de ces trois personnes, c'est les intérêts à l'horizon de 2 ou 3 ans de leur mandant, qui sont des, je sais pas, pour l'un, par exemple, le syndicat des grands céréaliers, pour l'autre, le syndicat patronal qui a des intérêts par rapport aux possibilités d'exportation de tel ou tel produit industriel, de tel ou tel service exportable. Et pour le troisième, un politique qui sait que son patron, son chef de tendance politique lui a dit, tu sais, en ce moment, il ne faudrait pas se mettre trop mal avec les Allemands. Et la priorité, c'est de ne pas trop énerver les Allemands parce qu'on a besoin d'eux pour des raisons comment dire, il faut pas qu'ils nous pètent dans les mains en ce moment alors que les marchés financiers nous ont mis sous surveillance. Donc, il ne faut pas énerver des gens qui sont plutôt pour, tu vois, que le Mercosur soit adopté, des trucs comme ça. Les mecs, si tu veux, ils vont négocier entre eux. Entre eux. Donc, on va s'arranger pour que, OK, on rentre dans le Mercosur. OK, on le fait d'une façon qui fait que le mec qui est là pour tel ou tel groupe d'intérêt industriel, il y trouve son beurre à l'horizon de 2-3 ans. Que le mec qui est dans la recherche d'un résultat par rapport au syndicat des grands céréaliers, il est ce qu'il voulait avoir. Et une fois que ça c'est défini, on a défini une politique à appliquer. Et alors après, il faut vendre cette politique à la population. Alors c'est là que ça devient difficile, parce que là tu vas tomber par exemple sur des petits agriculteurs, des gens qui sont dans la filière élevage, dont les intérêts sont complètement bousculés, mais ils n'étaient pas représentés dans le tour de table. Et là, après, on va habiller la décision. Voilà. Et j'ai l'impression que les choses sont gérées comme ça, si tu veux, par des gens qui prennent en compte les intérêts représentés à l'intérieur des milieux oligarchiques et qui sont en général sur des horizons de 2 ou 3 ans, pas plus. Donc, si tu admets cette hypothèse de base, tu vois comment on arrive à des prises de décision, effectivement, qui sont aberrantes quand on raisonne en termes global, quand on raisonne par rapport aux intérêts du pays dans son ensemble, ou des agriculteurs dans leur ensemble, et à un horizon plus long de 10, 15 ou 20 ans. À mon avis, c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Tu m'entends toujours? Je vois que mon image a l'air d'être... Ou tu me vois où je suis bloqué là. Je t'entends, mais ton image est bloquée. C'est pas grave, c'est pas grave. Il nous reste un quart d'heure. Sur ce dernier quart d'heure, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, on en a parlé au début, des États-Unis. Est-ce que l'Amérique va venir nous sauver? Pour l'instant, aux dernières nouvelles, c'est rigolo. Trump veut envahir le Groenland, plus ou moins. Alors moi, la question que je me pose, c'est on ne sait jamais, parce que maintenant, tout devient possible. Si Trump envoie des troupes américaines qui débarquent sur le Groenland, théoriquement, le Danemark peut activer l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Donc ça veut dire que le Danemark va demander à l'OTAN, donc aux États-Unis concrètement, de défendre le Danemark contre les États-Unis. Alors, concrètement, d'ailleurs, il y a un traité de 1946
entre les États-Unis et le Danemark qui donne la possibilité, et l'Angleterre qui est co-signataire, qui donne la possibilité, parce que les États-Unis ont tenté d'acheter le Danemark 4 fois. Pas le Groenland, Ouais. ils ont essayé de l'acheter 4 fois. Alors, je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça rigolo. 1867, 1910, 1917 et 1945 et 1970, 70. Donc ils ont essayé de l'acheter avec des sommes qui viennent de plus en plus grandes. Le Danemark a chaque fois dit non. Et il y a une clause qui dit que si le Danemark devait accepter de vendre le Danemark aux États-Unis, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, a un droit de préemption. C'est rigolo ce qu'on a signé dans les années après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale. Ouais, alors bon, les Anglais, la Grande-Bretagne, il faut la renommer, hein, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est pas le Royaume-Uni, c'est le porte-avions USS Britain. Donc, de toute façon, eux, ils n'ont pas leur voix au chapitre, je veux dire, Ouais, c'est fini. Voilà. Donc, ça se passe entre qui et qui, d'ailleurs, parce que bon, le Danemark, c'était, faut bien le dire. Moi, en fait, ce qui arrive aux Danois, c'est méchant ce que je vais dire. Je m'excuse pour tous les Danois qui, par hasard, tomberaient sur cette vidéo. C'est un très, très beau pays, le Danemark, qui est une formidable équipe de football. Hein. J'ai rien contre les Danois, mais en fait, ce qui arrive au Danemark, ça me fait vraiment penser à la prostituée qui se fait dérouiller par son Mac, parce que le Mac, il est lui-même en perte de vitesse à l'intérieur du milieu, tu vois. Mm. Et un côté comme ça, c'est assez obscène. Oui, Donc voilà, est-ce que les États-Unis vont venir nous sauver? C'est une plaisanterie. Enfin, je veux dire, cette question est une plaisanterie. bien sûr. Voilà. Oui, alors pour la petite histoire d'ailleurs, les États-Unis ont déjà acheté au Danemark les îles Vierges. Les îles Vierges dans les Caraïbes étaient une colonie danoise très chère pour le Danemark et les États-Unis l'auront acheté pour en faire un territoire, pour en faire un paradis fiscal. Et, euh, et voilà. Donc ce n'est pas une nouveauté de voir cette velléité pour des raisons stratégiques. Alors, si les États-Unis ne vont pas nous sauver, est-ce qu'ils vont nous sodomiser à sec? Parce que pour l'instant, ils nous vendent déjà du gaz liquéfié très très cher. Bah, je ne sais pas si on peut dire qu'ils nous ont sodomisés à sec. Peut-être que il y a pire qui arrive, mais enfin, moi j'ai l'impression que c'est déjà fait parce que la guerre d'Ukraine, c'est ça en fait. Hein. Enfin, je veux dire que bon, c'est quand même largement eux qui l'ont fabriqué. Alors, pas tout seuls, bien sûr. Ils y ont quand même été bien aidés par les problèmes de l'oligarchie ukrainienne, bien aidés aussi, à mon avis, par une erreur de calcul des Russes, Mhm. qui ont sous-évalué la réalité du sentiment national ukrainien, je pense. Oui. Mais bon, fondamentalement, c'est eux qui l'ont fabriqué, quoi. Et ils l'ont fabriqué pourquoi? Pour couper l'Allemagne de la Russie. Ils ont été jusqu'à faire péter le gazoduc Nord Stream parce qu'il bon, n'a pas sauté tout seul. Je sais bien qu'on n'a pas la preuve formelle que c'est eux, mais enfin, tout pointe vers eux. Donc, je veux dire, techniquement, c'est un acte de guerre. Oui. Je veux dire, c'est un acte de guerre. Normalement, les États-Unis font péter le gazoduc Nord Stream. L'Allemagne doit protester, doit exiger des réparations, et s'il n'y a pas de réparation, elle peut se considérer en état de guerre avec les États-Unis. Hein. Tout à fait. Alors évidemment, comme en fait l'Allemagne est un pays occupé militairement par les États-Unis, ils ne peuvent pas. Mais dans la réalité, c'est la situation. Donc je pense qu'ils nous ont déjà sodomisés à sec, quoi. Ouais. Voilà. Donc après ça, ils peuvent en rajouter. Hein, je veux dire, ils peuvent rajouter une poignée de gravier. Enfin bon. La ferraille, le harissa, ce sont des Ouais, choses c'est là le classique. voilà, la totale. Bon, il y a tellement d'autres sujets sur lesquels nous pourrions discuter. Peut-être ce serait sympa, une fois par trimestre, ce serait quelque chose que tu arrives à agender. Oui, oui, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Pierrot. Et puis la prochaine fois, je vais mieux réfléchir à mes questions et je te travaillerai un peu C'est sur la bien. Suisse, parce que ça me turlupine, la Suisse.
Oui, c'est un pays étrange. On ne comprend pas ici, dans les montagnes, il y a beaucoup d'oligarques qui viennent vivre. Personne ne les emmerde. Ils aiment bien vivre ici. Parce que c'est aussi une question qui me taraude, c'est ces oligarques qui sont a priori pas cons pour la plupart, détruisent le monde qui a permis leur richesse et simultanément qui pourrait mettre en place leur destruction si ça part en couille. Et pourtant, ils continuent. Alors, on connaît tous la métaphore du scorpion et de la grenouille, mais enfin, ça me paraît quand même, C'est bizarre. étrange. Et donc, euh, bon, ils ont leurs agendas, comme tu l'expliquais, ils ont leur tropisme, ils ont leur manière de faire, mais enfin, voilà, c'est étrange. Là, je suis d'accord. C'est étrange. Et la Suisse en est plein. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Enfin, voilà. Michel, ça m'a fait très très plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Est-ce que tu aurais pour terminer, toute dernière, c'est pas une question, mais est-ce que toi, tu aurais une question pour ceux qui nous écoutent? Comme on est sur Patreon, on est dans une toute petite communauté, on n'est pas nombreux. Est-ce que tu as donc ce sont des gens qui se préparent, qui sont motivés, qui sont sympas. Est-ce que tu as une question pour eux ou une remarque pour eux ou un sujet de réflexion pour la prochaine fois que tu peux leur lancer ce sujet de réflexion et la prochaine fois, ils viendront avec des questions. C'est des gens qui sont un peu partout dans le monde, j'imagine. C'est essentiellement des francophones, euh, essentiellement en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi un peu partout dans le monde. Ben, en fait, moi, je serais curieux de savoir où en sont les autres pays du monde. Parce que, bon, on a des informations, bien sûr, on a des indicateurs macroéconomiques, mais ça ne nous dit pas en général la réalité de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et je cherche des gens en fait avec qui discuter pour savoir un peu, si tu veux, bon, la réalité aujourd'hui telle qu'elle est vécue, je sais pas moi, aux États-Unis par exemple, la réalité telle qu'elle est vécue au Canada, telle qu'elle est vécue en Argentine, telle qu'elle est vécue dans même certains pays européens. J'ai du mal à comprendre la situation réelle de l'Italie aujourd'hui, par exemple. Euh, et en fait, je serais curieux de savoir un peu ce que ces gens qui vivent dans différents pays du monde, comment ils évaluent la situation, c'est-à-dire le risque d'effondrement interne du pays dans lequel ils vivent. Est-ce qu'ils sont dans la situation où on était encore en France il y a quelques années, où on se dit, bon, ben, on part quand même dans une direction bizarre. Je crois que le monde entier part dans une direction bizarre. Il y a plus de pays dans le monde aujourd'hui qui ne partent pas dans une direction bizarre. En tout cas, en Euh, Occident. ouais, mais même hors d'Occident, tu sais. Oui, il y a du Bon. tuto maquillage en Russie aussi, hein. C'est pas faux. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Non, non, je crois qu'il n'y a pas de. Enfin, à part certains pays, si tu veux, bon, bah, qui sont un peu hors de l'histoire. Je vois, au Malawi, tu vois, par exemple, bon, là, nos problèmes occidentaux, effectivement, ils doivent pas trop comprendre, les mecs. Ouais. Mais sinon, disons, parmi les pays qui sont inscrits dans le mouvement historique, je crois que tout le monde maintenant sent que c'est bizarre et que ça. C'est l'impression que ça me donne, quoi. D'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait leur poser à ces gens qui vivent un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez la même sensation dans le pays où vous vivez? Mais surtout, la question que je me pose, c'est est-ce qu'eux aussi, ils sont en train de basculer dans la situation où on bascule en ce moment en France, qui est plus, voilà, dans quelle direction on va, mais qui est plutôt, bon alors, bon maintenant on a compris, le bateau va couler, mais la question c'est, est-ce que c'est demain ou après-demain, quoi? Ouais, ouais. C'est- C'est une bonne question. Donc, amis qui nous regardez, à vous de répondre pour la prochaine fois. On essaiera de faire peut-être en live interactif la prochaine fois. Ça permettra d'avoir des questions et des réponses du public, du très petit public qu'on a.
Mais de qualité, j'en doute pas. Ah, ça, c'est certain. Michel, je te remercie beaucoup. On confirme que tu vas bien et on se parlera très bientôt. Merci Ok, beaucoup pour ton temps. merci à toi. Tu ne me vois pas, mais je te fais un grand salut. Salut.